Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment varie le vote en démocratie? Notre invité est économiste, Thomas Piketty, directeur d'études à l'EHESS, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales, auteur de Clivage politique et inégalités sociales, un vaste ouvrage qu'il a co-dirigé avec Amaury Guettin et Clara Martinez-Toledano, une enquête collective menée par une cinquantaine de chercheurs à partir des résultats électoraux d'une cinquantaine de démocraties entre 1948 et 2020, c'est-à-dire sur 70 ans. Une enquête qui met en avant de nouveaux clivages politiques, longtemps marqués par un vote de classe, en Occident notamment. Le genre, l'âge, la religion, le diplôme bouleversent la donne électorale. Est-ce aussi un manuel à l'usage des partis politiques pour les futures élections? On en parle avec vous, Thomas Piketty, bonjour. Bonjour. Clivage politique et inégalité sociale. Déjà dans le titre, il y a un peu l'opposition ou au contraire la cohérence traditionnelle de nos votes. Longtemps, il y a eu ce lien de cause à effet entre les deux, entre le clivage politique et les inégalités sociales. Dans un grand nombre de démocraties aujourd'hui, ce facteur de classe, il est plus déterminant. Ce vote classiste n'est plus la règle. Est-ce que c'est la première grande leçon de cette enquête? Mais ça dépend des parties du monde. C'est-à-dire que dès qu'on met le regard justement en dehors de l'Occident, on voit au contraire plutôt un mouvement vers des structures plus classistes de l'électorat. Et c'est peut-être ça un des messages importants de ce livre, dans lequel on essaye vraiment de désoccidentaliser le regard autant que possible. C'est-à-dire qu'on couvre 50 pays. Alors il y a toutes les démocraties ouest-européennes, nord-américaines, mais ça fait que 20 ou 25 pays. Et le reste, c'est en Amérique latine, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient. Et ça permet justement un peu de sortir un peu de nos tourments et de ce fatalisme sur justement la montée des clivages identitaires, qui est quelque chose qui est d'une certaine façon une réalité dans les démocraties occidentales. Mais à nouveau, on insiste sur l'aspect historiquement situé et spécifique de ce moment. C'est-à-dire que ce moment, on en finira par en sortir. Et une des façons aussi d'analyser tout ça, c'est justement de décentrer le regard. Donc ce livre, c'est d'abord ça. C'est un travail très collectif. Donc au-delà de Amaury Guettin, Clara Martinez-Toledano, on a des dizaines de chercheurs de par le monde, Alice Sodano, Carmen Sura, enfin des dizaines de chercheurs qui nous ont aidés dans ce travail et sans lesquels ce projet n'existerait pas. La grande nouveauté, c'est qu'on a mis ensemble les enquêtes post-électorales qu'on utilise souvent en France, les enquêtes Cevipof, où on regarde le niveau de diplôme, d'éducation. Donc là, il n'y a rien de nouveau. La seule nouveauté, c'est qu'on a essayé de rassembler l'ensemble des enquêtes post-électorales menées depuis 1948 dans 50 pays. Donc c'est un gros travail de rassembler des sources, des documentations d'enquête dans toutes sortes de langues, et surtout d'essayer de les traiter d'une façon homogène, comparable, pour essayer justement d'établir un certain nombre de régularités factuelles. Alors après, les conclusions, je veux dire, chacun peut tirer aussi ses conclusions pour la suite. Nous, notre ambition, elle reste modeste dans ce livre, qui est de montrer ce qu'on peut dire sur le caractère plus ou moins classiste. C'est-à-dire, une des grandes questions du livre, c'est est-ce que si on regarde les classes populaires en général, alors déjà qu'on peut définir de différentes façons, par la profession, par le revenu, par le diplôme, par le patrimoine, est-ce qu'elles votent de la même façon, c'est-à-dire pour le même type de parti politique ou de bloc politique, indépendamment, par exemple, de leurs origines nationales ou immigrées, de leurs origines religieuses? Et la réponse générale, ça dépend. C'est-à-dire qu'on a des évolutions, y compris au sein d'un même pays. Donc pour prendre un cas qu'on connaît bien, relativement bien en France, qui est celui des États-Unis. Aux États-Unis, le Parti démocrate rassemblait dans les années 50, 60, 70, enfin en gros sur la période 1950-1980, rassemblait les électeurs populaires indépendamment de leurs origines. C'est-à-dire à la fois les classes populaires blanches et les classes populaires noires ou latino votaient beaucoup plus fortement pour le Parti démocrate que pour le Parti républicain, et qu'on définisse les classes populaires par le niveau de revenu, le niveau de diplôme, le niveau de patrimoine, la profession, c'était toujours la même chose. Aujourd'hui, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées, c'est-à-dire que les classes populaires noires et latino continuent, qui sont une très grande partie des classes populaires aux États-Unis, mais pas la totalité, continuent de soutenir très, très fortement le Parti démocrate par rapport au Parti républicain. Mais par contre, une grande part des classes populaires blanches, quand elles ne se sont pas réfugiées dans l'abstention, ont basculé sur le Parti républicain. Et au sommet de la hiérarchie sociale... Parce que c'est ce qu'on a beaucoup entendu au moment de l'élection de Trump, la revanche du petit blanc, cette idée du vote aussi marqué par un clivage ethnique, plus que, ethno-religieux comme vous l'appelez. Est-ce que ça a été vérifié ou pas? Alors ça a été vérifié, et c'est un phénomène de long terme. Vous savez, c'est un phénomène qui commence, alors là c'est un peu triste à dire, mais ça commence dès l'élection de 1968 et de 1972 avec
Nixon, républicain, qui pour la première fois parvient à capter en partie le vote blanc populaire, notamment dans le sud des États-Unis, qui n'est pas très content des lois sur la déségrégation et du mouvement du droit civique. Donc il faut se rappeler que le Parti démocrate, qui avait été historiquement le parti de l'esclavage jusqu'à la guerre de sécession, c'est le parti du Sud, le parti des Blancs qui soutenait l'esclavage. Ensuite, va se mettre dans l'entre-deux-guerres à devenir le parti du New Deal, va développer des politiques qui finalement bénéficient à la fois aux classes populaires blanches et noires, quand vous faites une assurance chômage, des grands travaux, de la relance de l'économie, qu'importe les origines raciales. Dans les années 60, le Parti démocrate va franchir le pas, alors en partie sous la mobilisation très forte afro-américaine de l'époque, va d'un seul coup arrêter de soutenir la ségrégation raciale légale dans le Sud et va épouser la cause des droits civiques. Et à ce moment-là, les républicains vont se mettre d'une certaine façon à un peu prendre leur place sur ce terrain, disons, raciste, enfin en tout cas ce terrain de méfiance vis-à-vis de ceux qui veulent donner trop de droits à la communauté noire. Et donc dès 68-72, Nixon parvient à capter en partie cet électorat. En 1980, Reagan, on l'oublie souvent en France, mais il fait toutes sortes de références à ce qu'il appelle à l'époque, enfin dans le langage codé politique américain, la welfare queen, qui est censée être la reine de la sécurité sociale, qui désigne dans ce langage codé une mère noire célibataire qui vivrait grassement et dans l'opulence grâce au transfert de sécurité sociale. Et ça fait partie des messages qui permettent de capter en partie un électorat populaire blanc, qui n'est pas du tout la totalité, évidemment, de l'électorat populaire blanc, mais qui trouve que les démocrates, par clientélisme, par communautarisme, finalement, ont été beaucoup trop généreux, ont donné beaucoup trop de droits aux classes populaires noires, ce qui, à mon avis, se discute quand on voit le niveau encore des inégalités de la ségrégation aux États-Unis. Mais enfin, c'est comme ça que, malheureusement, parfois, les mouvements d'identification politique se déroulent. Et donc, Trump, finalement, il est dans cette longue série. Alors, il pousse les choses encore plus loin, puisque lui, il va carrément à expliquer que les mouvements suprémacistes blancs, il y a des gens sympathiques des deux côtés, comme il l'a dit, avec les mouvements antiracistes. Bon, là, il pousse vraiment l'élément beaucoup plus loin. Alors, qu'en conclure de tout ça ? Qu'il y a un gros travail à faire, en l'occurrence pour le Parti démocrate aux États-Unis, pour essayer de reconquérir le soutien des classes populaires dans leur ensemble, quelle que soit leur origine. Et alors, est-ce que ce travail, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est à partir de toutes ces données, si on prend juste le cas des États-Unis et on va élargir, de voir à qui s'adressaient aussi les discours, la campagne d'un Joe Biden. Est-ce qu'il a pris en compte ces 70 ans de vote et de résultats électoraux ? Est-ce qu'il a réorienté en partie le discours aussi de son parti à l'intention d'un autre électorat, d'un électorat qui avait été un peu négligé, abandonné jusqu'ici ? Alors, je pense en partie, oui. Je pense que Biden essaye en partie, vous voyez, quand il propose de remonter le salaire minimum à $15 de l'heure, quand il essaye de défendre mieux le secteur industriel du Midwest états-unien, quand il envisage cette politique de grands travaux, de réinvestissement dans les infrastructures publiques de l'Amérique un peu délaissée pendant les dernières décennies. Il essaye d'aller retrouver un électorat populaire. Mais il y a un gros travail à faire, parce qu'il faut voir qu'il y a quand même toute une partie du Parti démocrate qui s'est complètement détaché des classes populaires, qui incarnent un peu la mondialisation heureuse, la mondialisation des gens pour qui tout va bien, qui ont les plus hauts niveaux de diplôme, qui sont les plus mobiles. Et malheureusement, ça va demander du travail. Mais je pense que le mouvement, il y a certainement une prise de conscience quand on voit des candidatures comme celle d'Elizabeth Warren, de Bernie Sanders, des jeunes députés comme AOC aux États-Unis, une prise de conscience qu'on a besoin, non pas de tourner le dos à la lutte contre les discriminations, l'égalité raciale, l'égalité des genres, mais d'accompagner ce discours, comme le fait par exemple AOC très bien, d'un discours très ambitieux sur le plan social. Plus de droits pour les salariés populaires, annuler la dette étudiante, permettre une vraie redistribution des revenus, des patrimoines. Vous savez, les propositions qui ont été faites pendant la campagne américaine l'an dernier de créer un impôt fédéral sur la fortune puissance 10 par Warren et Sanders, notamment pour investir dans les universités publiques, dans le système public de santé, dans les infrastructures publiques. Tout ça peut envoyer le signal à long terme que la stratégie du Parti démocrate a changé. Alors Biden, lui, est plus centriste. Il y a, je pense, malheureusement, un système de financement des partis politiques, de financement des médias que d'autres ont étudié et qui font qu'il y a une pesanteur dans ces affiliations et dans ces choix. Il y a aussi parfois
une tentation qu'on a vue aussi en France, de se dire de toute façon les électeurs populaires ils votent plus, ou quand ils votent mal, donc oublions-les. Bon, c'est pas la solution à terme. C'est pas la solution, et je pense qu'on va pas en rester là, et que Biden peut être le début d'un processus de reconquête aux États-Unis des électorats populaires par le Parti démocrate. C'est en tout cas un des points communs entre la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, que vous avez rassemblés ensemble dans ce chapitre de l'ouvrage. C'est cette quête d'un électorat, cette recherche d'un électorat de gauche qui s'imposait plus facilement auparavant avec ce clivage de classe au tournant des années 50 et qui est beaucoup moins évident aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez la gauche brahmane que vous opposez à la droite marchande concernant les États-Unis, l'Angleterre et la France, justement, Thomas Piketty? Alors, ce que j'appelle un peu ironiquement la gauche brahmane, en référence à la caste brahmane en Inde, qui historiquement, c'est la classe intellectuelle supérieure, les prêtres très anciennement, mais plus généralement les personnes les plus diplômées, par opposition aux castes comme les Vaishyas, les Kshatriyas, qui sont plutôt les castes marchandes, les castes guerrières, moins éduquées, mais également des élites, mais d'autres formes d'élites. Ce que j'appelle la gauche brahmane, c'est le fait que les personnes les plus diplômées ont progressivement basculé à gauche dans leur vote au cours des dernières décennies, ce qui n'était pas du tout le cas. Parce qu'on imagine parfois en France que les gens diplômés ont toujours été plus à gauche. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire, dans les années 50, 60 ou encore dans les années 70, vous prenez l'élection de 74, 78, plus vous montez dans le niveau des diplômes, plus vous votez à droite. Alors, c'est jamais à 100%. Heureusement, les votes, je précise d'ailleurs pour notre livre, ne sont jamais à 100% déterminés par ces catégories sociales et ces caractéristiques économiques individuelles. Mais la tendance était très nette à aller dans ce sens-là, et ça s'est retourné. Alors, en France, aujourd'hui, on est déjà passé à une nouvelle étape par rapport à la typologie de la gauche brahmane et donc de la gauche éduquée et la droite marchande, c'est-à-dire plus l'élite des affaires, genre Donald Trump aux États-Unis. Si vous voulez, aux États-Unis, ce serait Barack Obama diplômé, Donald Trump, la droite des affaires, méprisant un peu les diplômés, enfin deux élites assez différentes qui se font face. En France, comme on sait, on est déjà passé à une nouvelle étape, puisque Emmanuel Macron, avec La République En Marche, en fait, évidemment, a fait la synthèse des deux, c'est-à-dire a rassemblé les électeurs les plus favorisés issus de l'ancienne gauche brahmane et de l'ancienne droite marchande pour constituer une base électorale que certains ont appelée le bloc bourgeois. Il y a des livres très intéressants sur le sujet, mais qui, objectivement, est l'électorat socialement le plus favorisé, sans doute, de toute l'histoire électorale française. Mais en disant, justement, Emmanuel Macron, en disant ni droite ni gauche, à ce moment-là, cette stratégie, est-ce qu'elle correspond à une évolution de l'électorat ? Est-ce qu'il a acté le brouillage déjà des repères ? Alors oui, nous, on essaye de se détacher des mots droite et gauche autant que possible dans notre ouvrage et de regarder vraiment les partis, les coalitions tels qu'ils s'incarnent réellement dans des programmes et dans des électorats. Vous vous en détachez parce que ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Non, mais ça se redéfinit. Ils se redéfinissent toujours, on va les redéfinir, etc. Mais parce que c'est toujours une ressource du point de vue des acteurs politiques, soit de se revendiquer de la gauche ou de la droite, soit au contraire d'expliquer qu'on n'a rien à voir avec ça. Donc comme justement c'est une ressource stratégique utilisée dans le jeu politique, nous, pour faire une analyse historique et aussi scientifique que possible de ces différents électorats, on va pas, c'est pas nous qu'allons dire voici la vraie gauche, voici la fausse droite. On essaye d'être un peu plus objectif. Et objectivement, concernant la coalition autour de La République En Marche, c'est vrai que quand on regarde en fonction du niveau de revenu, du niveau de diplôme, du niveau de patrimoine, on a une pente extrêmement forte, disons, sur la probabilité de voter pour La République En Marche. Alors, c'était déjà vrai en 2017, c'est encore plus vrai avec les élections européennes de 2019, parce qu'on sait que la République En Marche est plutôt droitisée depuis 2017. Et c'est vrai qu'on a un des électorats qui est socialement les plus favorisés de toute l'histoire électorale française. Alors après, quand on dit ça, les plus favorisés n'ont pas toujours tort et les plus défavorisés n'ont pas toujours raison. Donc, vous voyez, c'est un autre sujet. Bon, moi, je pense quand même que ça pose des problèmes parce que ça peut conduire à des politiques quand même très déséquilibré. Typiquement, la suppression de l'impôt sur la fortune, et puis de la même année, on augmente la taxe carbone en récupérant les mêmes 5 milliards par an, et on explique aux gens que c'est pour le climat. Bon, les gens ont l'impression qu'on se moque un peu d'eux, et que finalement, on leur demande de payer plus d'impôts pour financer des mesures pour des personnes très défavorisées. Et je pense que ça a contribué à la violence de la crise sociale qu'on a un peu oublié là avec le Covid, mais qui est quand même l'événement majeur de ce quinquennat en dehors du Covid. Donc on est dans une situation qui est très instable. J'essaye surtout d'insister là-dessus dans l'analyse sur la France et aussi sur d'autres pays. C'est comme on est en train de complètement recomposer les anciennes coalitions.
on est sur des alliances qui sont aujourd'hui très instables. C'est-à-dire aujourd'hui, l'électorat en France, en gros, est séparé entre un peu, disons, 3 tiers. Un tiers qui est le Front National, le Rassemblement National, la partie des Républicains qui s'en est beaucoup rapproché. Un autre tiers qui est plus le centre-droit, Macron et une partie des Républicains. Puis un autre tiers qui lui-même est très divisé entre plein de partis de gauche, écologistes, qui ont fait à peu près un tiers des voix aux élections européennes de 2019, si vous les mettez tous ensemble, mais qui sont évidemment très divisés. Chacun de ces camps a des fragilités incroyables. On dit souvent la gauche est très fragile et très divisée. C'est vrai, mais la droite est aussi dans une situation très fragile, puisqu'il y a le camp vraiment hyper nationaliste, anti-immigré, qui fait peur quand même à une grande partie du pays. Et le bloc bourgeois, le bloc centre-droit, il est aussi très fragile, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, parce que vous ne pouvez pas gouverner uniquement en donnant l'impression de vous soucier des gagnants de la mondialisation. Et la façon dont, pour l'instant, le bloc bourgeois a essayé de se rapprocher des classes populaires, c'est-à-dire en faisant de l'œil à Marine Le Pen sur les questions migratoires et sur les questions de lutte contre les chercheurs islamo-gauchistes, etc., je ne suis pas sûr que ça va marcher, parce que les électeurs préfèrent l'original à la copie, et ça risque surtout plutôt de renforcer le camp nationaliste. Donc, tout ça pour dire que tous les blocs sont dans des états de recomposition et de fragilité très grandes, en particulier en France. Vous racontez et montrez aussi comment de nouveaux clivages sont apparus, et notamment le clivage internationaliste avec haut niveau de revenus et d'éducation, et le clivage nativiste à faible niveau de revenus. Nativiste et souverainiste, en gros ? Oui, anti-immigré, alors ça peut prendre différentes formes. Nativiste, c'est quand même plutôt la version plutôt, disons, ethnocentrée. Ça peut être les suprémacistes blancs aux États-Unis, ça peut être tout le discours contre l'immigration nord-africaine ou subsaharienne qu'on a en France ou en Italie. En France, pour qui votent les jeunes, il y a encore une étude qui vient de sortir et qui montre aussi que parmi la classe d'âge 25-34 ans, donc pas les primo-votants, beaucoup se tournent aujourd'hui vers un parti comme le RN et Marine Le Pen. Est-ce que ça, c'est surprenant ? Alors, on regarde les clivages électoraux par tranche d'âge aussi. Ce qu'on constate dans tous les pays dans lesquels on regarde, c'est que c'est très volatile, la jeunesse. Alors, c'est plutôt plus à gauche qu'à droite, en moyenne, mais avec une très forte volatilité suivant les élections. La jeunesse aux États-Unis, par exemple, vote Reagan en 1980. On ne sait pas très bien pourquoi. Enfin, on peut trouver des explications. En moyenne, c'est plutôt plus à gauche qu'à droite. Mais ça peut être très volatile. Et d'ailleurs, l'étude à laquelle vous faites référence montre des très fortes différences entre les 18-24, les 25-34. Je ne suis pas sûr que toutes ces différences soient statistiquement significatives. D'ailleurs, on essaie quand même, dans le livre, de faire un travail ou d'être quand même vraiment très rigoureux sur les tailles d'échantillons, les enquêtes, pour essayer de se concentrer sur les variations qui sont vraiment significatives. Et est-ce que vous faites bien ? Parce que le vote est une vraie science, étudiée aujourd'hui, analysée par chaque parti afin de mener campagne. On va retrouver les mots de Pierre Moscovici, si vous le voulez bien, en 2011. Ce serait une erreur majeure pour la gauche d'abandonner sa base populaire. La gauche de demain doit être réformiste et populaire. Et je ne vois aucune contradiction pour ma part entre la défense de certaines valeurs qui sont des valeurs de liberté, l'affirmation par ailleurs de l'autorité qui est indispensable, de la sécurité. Et le Parti socialiste, je le dis au passage, propose de créer 10 000 emplois de fonctionnaires dans les forces de sécurité, police et gendarmerie. Ça a été déserté, cela, par le gouvernement depuis quelques années. Il faut aussi que le rôle des maires soit accru dans ces affaires-là. Et puis, troisièmement, il faut aussi offrir un avenir à notre industrie, faire en sorte qu'on recrée des conditions de production, du pouvoir d'achat dans ce pays. Donc, avoir une gauche profondément réformiste et profondément populaire, c'est cette nouvelle alliance-là qu'il faut proposer demain. Vous savez, je garde un souvenir, c'était en 2002, pendant la campagne de Lionel Jospin. Pierre Mauroy avait interpellé Lionel Jospin, il lui avait dit « Tu sais Lionel, ouvrier, ce n'est pas un gros mot. Ce n'était pas un gros mot en 2002, c'est pas un gros mot en 2011. » Voilà. C'est même un beau mot. On se souvient de ce rapport du think tank Terra Nova qui invitait le Parti socialiste à abandonner les classes populaires, à s'en détourner. Est-ce qu'il faut adapter l'offre à la demande ? Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se jouer quand on étudie de trop près aussi le vote, sacrifier les idées pour chercher des électorats cohérents ?
Alors, je ne crois pas, parce que justement, en multipliant les cas et les points de vue, et en sortant vraiment du monde occidental, vraiment j'insiste là-dessus, parce que quand on regarde d'autres pays, en Inde, au Brésil, au Nigeria, en Thaïlande, une des grandes découvertes de ce livre, c'est que les clivages identitaires, insistant sur les différences d'origine, les différences de religion, en fait, ne sont pas une fatalité. Et qu'en fait, dans beaucoup de ces pays-là, on a au contraire assisté au cours des dernières décennies à une montée des clivages classistes, c'est-à-dire des personnes qui se regroupent plutôt sur la base de la classe sociale, des intérêts sociaux, de politiques de redistribution, qui au moins admettent une solution. C'est-à-dire, nous, c'est vrai, on préfère dans ce livre, on ne le cache pas, plutôt les clivages classistes aux clivages identitaires. Pourquoi ? Pas parce que les pauvres ont toujours raison contre les riches, mais parce qu'une confrontation assumée sur une base de classe sociale permet de donner du grain à moudre, un débouché politique où il faut trouver après le bon niveau de redistribution des revenus, de l'éducation, de la propriété, le bon niveau de droit du travail. C'est compliqué, mais deux coalitions qui ont des expériences différentes et qui ont chacun quelque part une part de vérité à apporter peuvent aider dans une saine confrontation démocratique à trouver le bon niveau. Alors que des clivages identitaires basés sur les origines, en fait, n'admettent pas vraiment d'autre issue que le fait qu'un camp essaye de terrasser l'autre de façon définitive, et c'est simplement l'exacerbation du conflit lui-même. Alors, dans le cas de la France et des classes populaires auxquelles faisait référence Pierre Moscovici, je pense qu'il y a quand même une faillite de la gauche et du Parti socialiste, qui a quand même été au pouvoir en tout qui a eu la majorité pendant 20 ans, au cours des 40 dernières années au Parlement, 80, 86, 88, 93, 97, 2002, 2012, 2017, donc 20 ans sur 40, c'est quand même beaucoup, et qui, notamment du point de vue de la construction européenne, et plus généralement de l'organisation de la globalisation, n'a pas réussi à faire autre chose que simplement donner l'impression d'accompagner toujours plus de financiarisation, de dérégulation, de libre circulation des capitaux sans aucun contrôle, sans aucune fiscalité commune. Et tout ça, ça a été mis en place souvent, malheureusement, par des gouvernements qui se revendiquaient de la gauche. Alors, moi, je pense, en partie, on ne se rendait pas forcément compte des conséquences à long terme. Donc moi, je ne cherche pas, c'est facile après coup de faire cette analyse. Ce qui compte surtout, c'est de voir comment, pour la suite, on peut changer les choses. Et je pense qu'en particulier sur la question européenne, c'est très important de dire clairement qu'on ne peut pas attendre, par exemple, l'unanimité des pays pour lutter contre le dumping fiscal et social. Je pense que dès maintenant, il faut qu'un pays comme la France, mais c'est le cas aussi pour les autres pays, prenne des mesures pour se protéger contre le fait que d'autres pays, y compris parfois à l'intérieur de l'Europe, volent littéralement l'assiette fiscale de leurs voisins et leur volent les recettes fiscales. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas espérer que la règle de l'unanimité va y mettre fin. Et donc, il va falloir prendre des mesures, parfois unilatérales, mais qui doivent à chaque fois, selon moi, s'accompagner de mesures, de propositions plus internationaliste pour refonder l'Europe, mais en même temps, parfois, sans se faire d'illusions sur le fait qu'on va obtenir l'unanimité à brève échéance. Alors, puisqu'on est en Europe, Thomas Piketty, certains pays sont analysés dans cet ouvrage collectif, clivage politique et inégalité sociale, seuls. C'est le cas de l'Allemagne en Europe, alors que vous avez rapproché l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande, ou encore la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche et la Suisse. On évoquait la France, rapprochée du Royaume-Uni et des États-Unis. Les pays scandinaves font un bloc. En quoi l'Allemagne fait exception ? En quoi ces 70 ans de vote, d'élection en Allemagne en font un cas singulier dans cette analyse globale ? En fait, le cas de l'Allemagne est plutôt représentatif des autres pays européens et occidentaux qu'on étudie, et c'est un peu le hasard qui fait qu'il se retrouve dans un chapitre à part, parce que le chercheur allemand Fabian Kosset, avec qui j'ai travaillé, on a travaillé ensemble sur les enquêtes allemandes, qui pour le coup sont particulièrement riches et permettent de remonter aux années 1950, alors que certains des pays européens que vous avez cités, malheureusement, on est obligé de se contenter des années 80, 70, et donc c'est vrai qu'on a mis l'accent sur le cas allemand, mais le cas allemand, dans le fond, si on prend dans sa globalité l'électorat de gauche, SPD, Grünen, Die Linke, on a sur l'évolution du dernier demi-siècle quelque chose d'assez proche de ce qu'on a dans d'autres pays européens. Voilà, on retrouve notamment cette distinction entre élite intellectuelle qui se penche plutôt vers les partis sociaux-démocrates et cette élite économique qui va vers les partis libéraux conservateurs ou démocrates chrétiens, ce qui vaut également en France ou dans d'autres pays en Europe, ce système d'élite multiple, comme vous l'appelez. Et une baisse de la participation, parce que je veux quand même ajouter ça. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un point important.
important. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a la constitution de ce système qu'on appelle d'élites multiples, avec des élites éduquées votant pour les partis de centre-gauche, des élites plus économiques votant pour les partis de centre-droit. Mais à côté de ça, on a le phénomène que les personnes qui font partie d'aucune des deux élites et qui sont dans les classes les moins favorisées sur toutes les dimensions, se sentent sans doute aussi un peu abandonnées par ce nouveau système et se tournent très souvent vers l'abstention. Alors, peuvent se tourner aussi sur des partis protestataires. On a beaucoup parlé de la montée du populisme au cours des 10-20 dernières années, mais je pense que pour bien comprendre la montée du populisme, il faut d'abord analyser la montée de l'élitisme, c'est-à-dire le fait que chacun des deux camps maintenant représente une certaine forme d'élite. Alors nous, la France, c'est un peu différent parce qu'on a eu cette fusion des élites avec la coalition la République En Marche, mais si on prend aux États-Unis, clairement, c'est un des éléments forts du discours trumpiste, c'est de dire, regardez cette bande d'élites éduquées, qui ont tous des doctorats, qui votent pour le Parti démocrate, et ce qui n'est pas complètement faux. Alors ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a aussi des élites des affaires, des milliardaires, à commencer par lui-même, qui eux continuent de voter républicain. Donc en fait, il y a vraiment deux élites différentes, mais ça a un poids énorme pour aussi disqualifier l'autre camp et finalement dégoûter tout le monde, et notamment les classes populaires qui se réfugient beaucoup vers l'abstention, ce qui montre au passage qu'elles ne sont pas satisfaites par exemple, les partis xénophobes. Sinon, tout le monde se précipiterait pour aller voter pour eux. Le fait qu'on ait cette chute de la participation au cours des 30-40 dernières années, qui vient entièrement des 50% les plus pauvres en termes de revenus, d'éducation, de patrimoine. C'est-à-dire les 50% les plus riches, ou a fortiori les 20% les plus riches, il n'y a aucune baisse de la participation depuis 40 ans. Est-ce que c'est pas la limite peut-être de cette enquête c'est que les élections, comme vous le rappelez, sont une fenêtre imparfaite, réelle, mais imparfaite sur ce que pensent les citoyens. Or, il est compliqué de savoir ce que pensent les citoyens qui ne votent plus. Et après chaque élection, de plus en plus, on entend en France comme ailleurs, l'abstention est aujourd'hui le premier parti. Qui ne vote plus et pourquoi les électeurs se détournent des urnes? Est-ce que vous parvenez à répondre à cette question en analysant Non. ces scrutins? Il y a plein de choses. Alors, je veux vous dire franchement, ce livre a plein de limites. C'est-à-dire qu'en particulier, nous, on ne prétend pas du tout qu'on est capable, dans ce livre, d'expliquer pourquoi les gens votent ou ne votent pas, votent de telle ou telle façon et les raisons profondes de ces évolutions. C'est-à-dire qu'on a une ambition qui est plus modeste, qui est de poser sur la table un certain nombre d'évolutions temporelles, factuelles, historiques. Pour expliquer tout ça, il faudrait rassembler plein d'autres compétences qu'on n'avait pas forcément dans ce livre. Il y a besoin de faire des études de cas beaucoup plus fouillées sur tel ou tel pays. C'est-à-dire, il est bien clair que quand on traite d'autant de pays, on ne va pas pouvoir tout expliquer. Et c'est pas ça du tout notre prétention. Par contre, ce qu'on pense, c'est que mettre à côté les uns des autres tous ces cas, ça peut vraiment nous faire voir les choses différemment. Donc j'insiste en particulier sur cet aspect désoccidentalisation du regard. Je prends un cas comme l'Inde, qui est quand même très, très important, parce qu'il y a plus d'électeurs en Inde que dans toutes les démocraties occidentales réunies. Donc c'est très bien de parler de démocratie occidentale, mais la démocratie, c'est un homme, une voix, une femme, une voix. A priori, ça devrait nous intéresser. Un fait très intéressant en Inde, c'est que malgré toutes les limites et toute la violence parfois de la démocratie indienne, les classes populaires, qu'elles arrivent du groupe religieux majoritaire, qui est hindou en Inde et non pas chrétien ou sans religion comme en Europe, ou qu'elles viennent du groupe musulman, qui représente quand même 15% de l'électorat en Inde, depuis des siècles et non pas depuis quelques dizaines d'années comme en Europe, eh bien, les classes populaires issues de ces deux groupes votent plutôt pour les mêmes partis, soit le parti du Congrès, plutôt de centre-gauche, ou plus encore pour les partis plus à gauche, qui défendent les plus basses groupes sociaux dans le contexte indien, les partis socialistes indiens, partis communistes dans certains États indiens, au Bengale occidental, au Kerala. Et pourquoi ces partis parviennent à rassembler à la fois les classes populaires hindoues et musulmanes? Parce qu'il y a des outils politiques, par exemple de promotion, d'accès à l'éducation, qui concerne aussi bien les basses classes hindoues et musulmanes, d'accès à l'emploi public, qui en fait regroupent les personnes au-delà de leurs différences. Vous voyez, un peu comme le New Deal de Roosevelt, avec ses mesures d'assurance chômage, de grands travaux, avait rassemblé des classes populaires noires et blanches, parce que dans le fond, elles avaient toutes besoin de cette politique de lutte contre le chômage. Et donc ça, toutes ces comparaisons historiques, on le fait aussi pour le Brésil, le Nigeria, c'est un cas aussi fascinant, c'est-à-dire où on part d'une situation d'un clivage religieux extrêmement violent. En gros, le nord musulman vote pour un parti plutôt musulman, le sud chrétien, un peu plus favorisé économiquement, vote pour un parti chrétien. Et on observe, dans le livre, on le montre très bien au cours des 20 dernières années, qu'en fait, à l'intérieur de chaque groupe religieux, l'électorat se classise, c'est-à-dire les plus favorisés des musulmans votent plutôt pour le parti chrétien, et les plus défavorisés des chrétiens votent pour le parti musulman. Donc,
on est dans un processus de classisation parce que dans le fond, le clivage sur une base purement religieuse ou identitaire, que ce soit au Nigeria, en Inde ou en Europe, aux États-Unis, ça ne mène nulle part. Et c'est ça le point important du livre, c'est que ces clivages ne sont pas une fatalité, qu'on finira par en sortir et que c'est à ça qu'il faut s'atteler. On va rester en Inde, justement. Bhavjit Singh est né sur ces terres. Ingénieur en informatique basé en Australie, il est revenu s'occuper de ses parents âgés et de leur exploitation. Je peux dire que ma mère m'a donné la vie, et cette terre m'a nourri. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois uniquement à cette terre. Dans son village, Bhavjit a pris la tête de la contestation. Des collectes quotidiennes sont organisées pour aider les fermiers qui protestent à Delhi. Alors là, nous avons des légumes. Ça, c'est un peu comme des épinards. Et ça, c'est de la farine. On se prépare à une longue bataille désormais. Ce jour-là, une dizaine d'hommes et de femmes du village vont partir. Direction la capitale indienne. Mets les sacs au fond. Un combat à la David contre Goliath, initié par les Sikhs du Pendjab. Ce n'est pas uniquement le combat des fermiers sikhs. Nous nous battons pour tous les fermiers du pays. C'est dans nos gènes. Cela fait partie de notre histoire, de notre philosophie. Si un oppresseur essaie de faire taire la voix du peuple, nous devons combattre cette oppression. C'est notre esprit guerrier. Voilà un reportage Arte sur l'Inde et la colère et la mobilisation des paysans en Inde, Thomas Piketty, contre cette réforme qui tend à déréguler le marché agricole. On terminera peut-être là-dessus, mais c'est intéressant ce qui se joue en ce moment. Vous parliez de cette représentation politique structurée par les identités religieuses et de caste en Inde. Est-ce que ce type de manifestation, ce qui se joue en ce moment un peu partout dans le monde aujourd'hui, les colères qui sont en cours, peuvent changer la donne ? Oui, alors ce qui est très intéressant là, dans ce reportage, c'est qu'en fait, on a le parti nationaliste hindou, le BJP du Premier ministre Modi, qui mène effectivement une politique de dérégulation, de libéralisation, et qui est un vrai parti de droite, disons au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire qu'il est à la fois nationaliste, un peu ethnocentré sur la religion hindoue, et il fait des musulmans son ennemi absolu. Et pour le coup, il rassemble à la fois les élites les plus éduquées et les plus riches. C'est-à-dire que les brahmanes en Inde, ils votent pas à gauche, hein, ils votent pour la droite, ils votent pour le BJP, de même que les élites marchande. Voilà, c'est brahman que vous avez voulu importer chez nous. Et donc, oui, mais c'est ça, c'est aussi ça l'ironie aussi de cette expression dans ce contexte, c'est qu'en Inde, pour le coup, on a un clivage politique qui a plutôt tendance à se classiser davantage. Et ce qui se passe dans les partis de gauche actuellement en Inde et les tentatives d'alliance, alors il faut sortir du système du parti du Congrès avec la dynastie Gandhi qui a fini par s'épuiser et faire plutôt beaucoup de mal, je pense, à la gauche en Inde. Et il y a un besoin, avec les nouveaux partis de basse caste, le Parti socialiste, les partis communistes au Kerala, au Bengale occidental, de s'allier avec le Parti du Congrès et en même temps d'avoir un nouveau leadership pour cette coalition. Et c'est vraiment très important pour nous tous, parce que l'Inde, c'est un pays qui va devenir de plus en plus important dans les décennies qui viennent et qui montre comment une autre histoire des clivages politiques complètement différents dans ses origines peut aussi nous apprendre des choses. Mais c'est déjà le cas, vous savez, on oublie aux États-Unis le Parti démocrate, c'était vraiment le parti de l'esclavage, donc tout ça est très mystérieux parfois quand on regarde ça du point de vue de la France, mais en même temps très intéressant, je crois, et c'est ça qu'on essaye de restituer dans ce livre. Voilà, c'est une histoire mondiale du vote, en fait. Clivage politique et inégalité sociale. Merci beaucoup à vous, Thomas Piketty, d'être venu nous en parler. Co-édité par le HESS, Gallimard et Le Seuil. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc avec Valentine Allouin pour La Grande Table Culture. Merci à Félicie Faugère et Thomas Beau à la réalisation, avec à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi.